Stéphane nous dit « À quand une vraie parade pour la vraie minorité, soit les hétéros et les blancs? Je crois que c'est rendu un handicap pour avancer dans la vie. » Trouver l'erreur, pas drôle d'être rendu là. Femme monteur et homme réceptionniste. J'espère que c'est pas la même personne qui fait les entrevues que la personne qui gère la page. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de la série Balado. Votre tweet est important pour nous, où on aborde les sujets sur lesquels vous nous interpellez souvent sur les plateformes de médias sociaux. Et autour de la table, il y a celles et ceux qui vous répondent. D'abord, Jonathan Côté, bonjour. Bonjour, Francis. Pierre-Alexandre Buisson. Buongiorno. Gabriel Leblanc. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler recrutement, ressources humaines, diversité et inclusion. Mais avant d'y arriver, notre traditionnel tour de table des commentaires qui ont retenu votre attention. Et si je ne me trompe pas, on commence avec Gabriel Leblanc. Oui, c'est pour aller avec la thématique de la journée. On va parler de notre travail de gestionnaire de réseaux sociaux. Il y a Lucky Luke qui nous a écrit... Le Lucky Luke. Lucky Luke, le seul, l'unique. Celui qui écrit ses commentaires plus vite que son nombre. Sa photo de profil, par contre, c'est lui de dos, donc difficile à dire si c'est le vrai, mais voilà. Il nous a demandé « On te paye combien de l'heure pour passer ta journée sur Facebook? » J'avais envie de lui répondre « Plus que toi, comme tu le fais gratuitement présentement. » Mais je lui ai simplement expliqué que en 2022, toutes les entreprises, ou presque, ont des comptes de réseaux sociaux qui permettent de répondre aux clients. Puis je trouve toujours ça drôle, ce type de commentaire-là, parce que si tu viens me poser une question sur Facebook, tu justifies que mon travail soit de te répondre sur Facebook. Donc, à tour de rôle, on pourrait peut-être tous dire nos salaires pour répondre à... Mais en fait, si on n'était pas là, sûrement que les gens nous le reprocheraient. Fait comme pourquoi vous n'êtes pas là arrivé en 2000, je sais pas, l'année de Facebook, ça fait un petit bout quand même, 2007, genre. Puis on traite quand même un gros volume de questions. T'sais, on fait beaucoup de services à la clientèle. Ces gens-là, sinon, sûrement qui appelleraient, qui viendraient au siège social, je sais pas. Nous, on est là, on répond rapidement. Fait que c'est quand même... ça arrive quand même souvent que des clients sont en panne puis vont faire une story d'eux. Je suis dans le noir à Hydro-Québec. Fait que je trouve toujours ça drôle parce que c'est encore plus loin qu'un simple commentaire. Là. Les gens se mettent en scène dans le noir, donc on voit rien, pour nous dire qu'ils sont dans le noir. Fait que souvent, je vois ces stories-là le lendemain, puis il est trop tard, les clients sont rétablis, mais je suis toujours un peu quand même amusée que ce soit comme le réflexe maintenant chez les clients. Mais c'est la preuve que si tu fais rien, le problème se règle de lui-même. Oh, d'accord. Inquiétez-vous pas, on les règle les fans. Ouais, sur cette sage parole, Monsieur Côté, vous avez un commentaire aussi à soumettre aujourd'hui? Oui, ça justement encore en lien avec le recrutement, parce que bon, il y a souvent des questions quand même un peu farfelues qui peuvent arriver dans les publications où on affiche des postes. Non. Et quelqu'un semblait être un peu découragé de lire ces commentaires-là. Il nous a dit « J'espère que c'est pas la même personne qui fait les entrevues que la personne qui gère la page. » C'est Olivier qui nous dit ça. Olivier, on te rassure, on ne fait pas les entrevues. Ça serait... Non, c'est ça. C'est non. Ce serait intéressant. On aurait une blacklist. Ouais, c'est ça. Je sais pas, par contre... une liste noire. Une liste noire. Je sais pas si les gens qui font le recrutement vont vérifier les publications, par contre, avant, mais c'est sûr que ça élimine déjà d'emblée peut-être un 75% des... Mais je pense qu'on pourrait inviter quand même les gens, généralement, à lire l'entièreté de la publication et même cliquer sur l'affichage de poste. Ça réglerait à peu près 90% des questions. Ouais. Monsieur Buisson, vous avez un commentaire pertinent à nous soumettre aussi? Absolument. Ben, quand on avait partagé sur Facebook qu'on cherchait quelqu'un pour être chef de notre département de diversité et inclusion, poste qui est arrivé entre les mains de notre invité qu'on va rencontrer dans quelques instants d'ailleurs, il y avait un des premiers commentaires m'avait frappé parce que c'était la photo qui accompagnait la publication, c'était une femme monteur, un homme devant un bureau et une femme voilée. Là, il y a un monsieur qui a dit « Trouvez l'erreur, pas drôle d'être rendu là, femme monteur et homme réceptionniste. » Réceptionniste. Puis, ce à quoi j'avais répondu, pouvez-vous développer votre point de vue? Nous sommes certains qu'il sera captivant et moderne. Donc, il y a certaines mentalités qui semblent être vraiment ancrées. Hein? Donc, quand on monte, tu sais, que ça ait un peu choqué quelqu'un, le fait qu'on voit une femme monteur et un homme travailler au bureau, comme si lui, dans sa tête, c'était comme ça, et que ça se pouvait pas. Là, donc, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Il y a un décalage. Et justement, pour nous aider à y voir plus clair sur ces sujets-là, nous allons recevoir Marie-Frédérique Temmens, qui est chef acquisition de talent, et Manuel Alix Surprenant, qui, elle, est chef équité, diversité et inclusion. Bonjour. Mesdames, bonjour. 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 D'abord, Manuel, question pour vous. Comment décririez-vous le travail que vous faites?
En fait, moi, mon mandat comme chef équité, diversité, inclusion, c'est d'accroître la diversité et de favoriser l'inclusion à Hydro-Québec. Un petit mandat pour une organisation de bientôt 23 000 employés. Madame Temmen, c'est à votre côté? Oui, de mon côté, c'est vraiment l'équipe, les opérations, donc tout ce qui est les recruteurs, la chasse de tête, trouver les meilleurs talents là, pour l'entreprise. C'est chez nous que ça se passe. Et c'est un travail important en cette période de pénurie de main-d'œuvre un peu partout, là. Effectivement, on l'entend beaucoup, mais en même temps, ça a du bon, dans le sens où ça nous amène à nous pousser, à toujours pousser un petit peu plus loin nos stratégies, notre créativité, puis répondre aux besoins, là, clairement. Donc, autour de la table, nos gestionnaires de communauté ont des questions pour vous. Je vais les laisser procéder comme... La première, déjà, hein, la question qui tue pour toi, c'est Rébia qui nous a demandé, c'est quoi le taux d'embauche des minorités au sein d'Hydro-Québec? Je serais curieuse de le savoir. Je serais curieuse, moi aussi, de le savoir. Bien, c'est une bonne question. Puis quand on parle de minorité à Hydro-Québec, là, on parle surtout de groupes sous-représentés. Là-dedans, on inclut les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones, les minorités culturelles, donc légalement parlant, la minorité visible, minorité ethnique. On inclut aussi les femmes. En fait, ça peut être surprenant parce qu'on se dit on devrait être 50-50, mais les femmes font encore partie des groupes sous-représentés. Donc, le taux d'embauche externe des groupes sous-représentés est actuellement de 44 %. Donc, on se dit que 44 % des embauches externes à Hydro-Québec sont issues des groupes sous-représentés. Mais quand tu dis que les femmes sont encore dans les groupes sous-représentés, est-ce qu'on voit ça de manière générale pour tous les postes ou c'est vraiment sur des emplois spécifiques qu'on a la difficulté à atteindre une forme de parité? Oui, bien c'est sûr qu'il y a des postes spécifiques qui font en sorte, par exemple, des métiers non traditionnels, des métiers un petit peu plus spécialisés où il y a moins de femmes. Par exemple, en ressources humaines ou en communication, souvent, il y a plus de femmes. Donc, ça ne se retrouve pas partout, mais en général, dans les organisations, les femmes sont encore sous-représentées dans les embauches. Donc, moi, j'en ai une autre question qui va encore t'interpeller. Assez directement, quelqu'un nous demandait, c'est justement qu'on a parlé sur les médias sociaux de ton arrivée future, alors qu'on ne savait pas que c'était toi qui allais avoir ce poste-là. On t'a cherché, on t'a trouvé. Mais quelqu'un nous demandait, en quoi est-ce utile d'avoir une telle équipe? En quoi c'est utile d'avoir une telle équipe? À quoi ça sert une équipe équité, diversité et inclusion? Je vais vous le dire tout de suite, là. Moi, mon rêve, c'est de perdre ma job. J'espère un jour qu'on n'aura plus besoin d'une équipe en équité, diversité, inclusion, parce que ça va être tellement intégré dans nos processus d'affaires, autant en RH qu'en communication, en santé, en conditions de travail, peu importe, que j'ai plus besoin d'être là parce que tout va se faire naturellement. Mais hélas, on a encore besoin, en fait, d'une équipe équité, diversité, inclusion parce qu'on a beaucoup de volonté de faire de la diversité et de l'inclusion un rayonnement à Hydro-Québec, mais il y a des efforts, des actions qui sont à fournir. Fait que nous, ce qu'on fait au quotidien, on est une équipe de 7 personnes qui sommes entièrement dédiées à l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est quand même assez exceptionnel dans le milieu organisationnel, je vous dirais. Bien, on élabore des programmes, des stratégies, des projets pour s'assurer que nos gestionnaires sont bien équipés pour accueillir la diversité, pour inclure la diversité, pour être capable d'assurer sa mobilité aussi. Puis on travaille beaucoup avec nos partenaires internes, là, tout ce que j'ai nommé, pour que ça devienne un réflexe d'avoir un filtre un petit peu équité, diversité, inclusion dans les décisions qu'on prend puis les actions qu'on pose. Puis surtout, ça ne relève pas de la bonne volonté de quelqu'un qui dit « Moi, je pense que c'est important d'avoir des femmes. Moi, je pense que c'est important d'avoir des communautés culturelles. » Mais que ça soit juste un filtre qu'on se dise « J'ai goût d'avoir les meilleures personnes dans mon équipe. » Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont des passés diversifiés, qui ont des façons de faire, des façons de penser qui sont différentes, mais que ça soit un filtre qu'on prenne pour acquis. Mais on n'est pas encore là. Fait que c'est pour ça que l'équipe EDI a encore sa pertinence à Hydro-Québec. Donc, ton plan de carrière, c'est de finir pauvre et sans emploi. Mais d'avoir réussi à atteindre cet accomplissement-là d'EDI à Hydro-Québec, oui. Une des premières fois qu'on s'est parlé, en fait, tu m'avais résumé ton poste avec une métaphore que j'avais adorée puis que j'utilise encore. Tu m'avais dit, dans le fond, l'EDI, c'est comme de faire un gros souper chez soi où on a de la place pour accueillir tout le monde, mais il faut s'assurer que tout le monde ait reçu l'invitation et soit au courant qu'il y ait ce souper-là. Oui, effectivement. Puis j'ajouterais même aussi que non seulement qu'ils soient au courant, mais que si c'est une personne qui est en chaise roulante puis il y a juste des escaliers, mais la personne ne peut pas accéder à ton souper. Fait que t'assurer que tes moyens, dans le fond, pour que la personne arrive à ton souper, bien, ça soit mis en place pour que tout le monde puisse y accéder. Le message est clair, venez souper. On est là. Faites vos soupers là où il n'y a pas d'escalier. J'aurais une question pour Marie-Frédérique. Est-ce que on parvient à faire connaître nos postes disponibles au sein des communautés culturelles qui composent la société maintenant? Oui, on a plusieurs moyens. On pense, entre autres, on rejoint, entre autres, les universités, les événements. Hydro-Québec, on est là. C'est sûr qu'on travaille beaucoup ensemble, l'équipe EDI puis l'équipe acquisition de talent. On a des experts qui sont dédiés à ça aussi dans notre équipe. Puis qui font le lien, qui nous font le pont avec nous. Donc, on arrive à suivre un petit peu là, tout ce qui est
qui a lieu, puis être le plus présent possible. Puis des fois, on aime ça, c'est sûr, les gens en acquisition de talent, mais aussi les gestionnaires qui y participent, parce que c'est eux autres qui sont sur le terrain, c'est les meilleurs pour parler aussi de leur poste, de leur emploi, pour rejoindre n'importe qui. Donc, on a ce lien-là ensemble. Là. Vous aviez aussi un autre commentaire à soumettre à nos invités, M. Buisson, entre autres. Bien, souvent, sur nos plateformes de médias sociaux, on souligne des journées thématiques ou des événements qui sont liés à certaines communautés. Et ça arrive que les gens ruent un peu dans les brancards. À une occasion où on avait parlé de la fierté, il y avait un Marc qui était vraiment pas content qu'on fasse la promotion de la fierté sur Facebook, qui nous avait dit « Je pense qu'une société d'État devrait être neutre et ne pas participer à des activités comme celle-là. Surtout avec un monopole comme Hydro, je ne crois pas non plus que c'est son rôle. Son rôle doit être de vendre ses projets reliés aux activités de production électrique. C'est mon opinion, un grand classique. Et croyez-moi, j'ai rien contre la fierté. » Ça aussi, un grand classique. Bien, moi, ce que je dirais, là, c'est qu'on s'est posé la question à l'interne. On devrait-tu aller au défilé de la fierté? On devrait-tu sortir nos pancartes, tout notre monde mobilisé? On s'est nous-mêmes posé la question. Puis notre groupe d'affinité LGBTQ+, nous a dit, je pense qu'on devrait y aller. On n'est pas parfait à Hydro, on le sait, mais c'est là qu'on s'en va, dans l'inclusion, dans l'acceptation de la diversité, notamment la diversité sexuelle. Puis on s'est dit, c'est une belle façon de mobiliser les gens, puis de reconnaître que la diversité, ça existe, puis c'est important. Puis c'est de reconnaître aussi que ces gens-là, de la communauté de la diversité sexuelle notamment, n'ont pas toujours les moyens, pas à Hydro, là, mais dans la société en général, pour être capable de s'assumer puis d'être qui ils sont. Fait que le fait de se positionner, moi, je trouve justement, comme société d'État, comme grand employeur au Québec, il me semble qu'on a une certaine responsabilité sociale de dire, on est là, on est présent, on n'est pas parfait, mais on veut s'améliorer. Puis ce qui est intéressant aussi, là, c'est que l'implication au défilé de la fierté, c'était pas juste pour les personnes qui étaient intimement touchées par la diversité sexuelle, mais c'était aussi des parents d'enfants qui sont des employés à Hydro qui disent « Moi, mon enfant, s'identifie à la diversité sexuelle, puis je comprends l'ampleur de qu'est-ce que c'est, puis je trouve ça tellement important de pouvoir parader, dans le fond, de pouvoir marcher avec mes collègues, avec mon employeur pour dire que c'est important, puis qu'on est là comme société d'État. » Mais il y avait vraiment une fierté cette année, une fierté de pouvoir participer au défilé. Là, finalement, ça a été annulé pour des raisons hors de notre contrôle, mais moi, c'était ça aussi ma mentalité. Ma sœur est lesbienne, puis je me sentais une responsabilité de pouvoir participer à ça parce que ça nous permet d'aller plus loin. Puis comme tu dis, d'avoir le support d'une grosse entreprise, c'est comme de doubler les efforts, doubler les valeurs qu'on met de l'avant, puis c'est très, très représentatif. Ma sœur, qui ne travaille pas ici, avait été extrêmement touchée qu'on participe cette année. Fait que ça a un rayonnement, puis ça a un impact vraiment concret. Fait que notre travail, c'est pas juste de shaker des électrons, là. Non, pas juste checker des électrons, mais dans un autre sens, finalement. C'est checker la boîte aussi un peu pour dire la vérité. C'est de revoir nos processus puis se dire, on a fait comme ça de toutes les dernières années. Peut-être que c'est encore bon, mais peut-être qu'on doit s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, dans la pénurie de main-d'œuvre, dans la diversité des talents, puis se dire, peut-être qu'on peut réviser nos façons de faire puis s'assurer qu'on est inclusif, finalement, alors qu'on ne savait pas qu'on l'était. C'est pas nécessairement qu'on est exclusif, mais des fois, c'est qu'on s'en rend même plus compte avec nos biais inconscients, puis ça vaut la peine de juste se remettre à jour puis de se re-shaker un petit peu. Puis d'ailleurs, Manuel, on s'en fait parler beaucoup quand on fait participe à des événements comme ça, que ce soit dans nos marchés d'emploi ou même quand on voit dans les lettres d'offres, dans les lettres des candidats là, qui nous font parvenir, ils nous écrivent à quel point ils apprécient notre présence puis à quel point ça s'identifie encore plus. Fait que donc, clairement, je pense qu'on a un impact positif, même au niveau de nos offres qu'on affiche. Mme Leblanc, vous avez un commentaire à soumettre également. Au niveau des postes en tant que tels, il y a souvent des gens qui nous disent c'est des postes temporaires, après on peut pas avoir de permanence chez Hydro. Ça a l'air d'être comme un sujet très, très récurrent là, qu'on affiche des postes. Puis David nous a demandé de quelle durée sont les contrats de l'emploi. Bien souvent, vous recherchez, mais après 3 ou 6 mois, vous vous débarrassez du personnel. Ce qui me semble absolument fou dans un contexte où on manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Il faut savoir qu'on a des besoins d'affaires chez Hydro-Québec. On a des projets aussi qui évoluent. Fait que c'est certain qu'on a des postes où on anticipe ces projets-là à venir. Donc, on a besoin de garder nos gens à l'interne. C'est sûr qu'on serait fou de les laisser partir en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on les garde, mais on a des projets, donc on planifie où on les voit, ces gens-là, puis surtout pour les développer. Donc, c'est pour ça. Donc, on ne met pas fin. Mais est-ce que c'est peut-être une vieille perception qui provient d'une époque où on faisait plus ça, mais qu'aujourd'hui, on va plus vouloir chercher des employés plus permanents? Bien, je pense qu'il y a toute une réflexion, peut-être qu'il y avait moins avant, du fait on veut développer les gens, puis on dit toujours,
quand on accroche auprès de candidats qu'on rencontre, c'est la personne. Oui, les compétences, mais qui elle est? Est-ce que ça correspond aux valeurs de l'entreprise? Puis cette personne-là qui rentre, où est-ce qu'après, elle peut cheminer pour l'amener à se développer ailleurs? Peut-être que c'était comme ça avant, mais là, maintenant, on a vraiment ce souci-là. Puis on le voit là, à travers les candidats qu'on Oui, puis parce qu'il y a tellement de postes différents dans Hydro-Québec, tu peux faire ta carrière ici puis faire des jobs différents à chaque année pendant une éternité. Là, effectivement. Nous, on pensait devenir biologiste après, quand on va être tanné des réseaux sociaux. Mais ça va dans les deux sens, ça, parce que moi, je me rappelle, j'avais trouvé le processus d'embauche quand même très long, puis j'en avais parlé à mon directeur quand j'ai fini par avoir le poste, puis j'avais dit, pourquoi vous faites ça aux gens? Comme c'était pénible, là. Puis il m'a dit, c'est que les gens font carrière chez Hydro-Québec, fait qu'on va être sûr que le fit est bon, on va être sûr que toi, tu apprécies ça, que tu te vois ici, parce que tu vas sûrement être ici pour toujours. T'es pogné ici pour toujours, Gab. Gab. Est-ce que Marie-Frédérique... Oui, puis c'est le fun parce que les gens, on dirait qu'ils... Hydro-Québec, c'est comme c'est une grosse entreprise, mais c'est comme une petite communauté. On a des gens passionnés, puis les gens, quand ils rentrent, c'est comme on entend souvent, j'ai Hydro-Québec tatoué sur le cœur. Fait que même les jeunes, quand ils rentrent, on dirait, ils disent, c'est quoi mes possibilités d'avancement? Puis là, ils se rendent compte qu'on a tellement d'offres à l'interne. C'est fou, je voyais un scaphandrier, après ça, il y a de tout, là. Fait que même nos recruteurs s'ennuient pas à combler tous les postes qu'on a. Là, vraiment, il y a de la diversité dans les emplois qu'on offre. Là. Fait que vous vous ennuyez pas. Oh non. Mais les possibilités d'avancement, on le voit, nous-mêmes, dans notre équipe. Là, il y a beaucoup d'anciens guides qui occupent maintenant des postes assez haut placés, là, même des postes de VP et tout ça. Donc, c'est vrai que tu peux rentrer commences, guide puis devenir ce que VP. tu veux. Ouais. Devenir maître du monde. Ouais. Voilà. Puis c'est tout à l'avantage d'Hydro-Québec aussi de faire évoluer ces gens parce qu'on sait, plus tu passes du temps dans l'entreprise, plus tu connais la business, puis plus je pense que tu peux grandir au sein de l'entreprise. C'est une business qui peut être quand même compliquée. Là. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée, on m'avait dit ça doit prendre un bon 2 ans pour tout bien comprendre le domaine de l'énergie puis nos travaux ici. Puis j'étais comme, voyons, 2 ans, ça va d'allure. Ça fait 2 ans, puis je te dirais que là, je commence à être à l'aise. Oui, c'est mieux de garder les gens là, passer long. Même chose pour toi, Manuel. J'imagine là, tu commences à comprendre un peu. Parce que ça fait 2 ans. L'électricité, nous aussi. Mais pour ce qui est de l'embauche, puis savoir, OK, comment je fais pour obtenir les postes, il y en a qui disent c'est compliqué. Quelqu'un nous dit, c'est Francis qui nous dit, pas ce Francis-là, lui, il était déjà là. Je vous jure, c'est pas moi. En tout cas, il dit, j'ai pas de temps à perdre avec eux. Ça fait 5 fois que je passe des tests et il n'y a jamais un maudit gestionnaire qui m'a appelé. Donc, Hydro-Québec, rayé de ma liste. Pour être bien honnête, j'aurais vraiment aimé travailler là. C'est qui tu connais qui te fait entrer. Le pushing, ça aide. C'est vrai qu'il faut connaître quelqu'un chez Hydro-Québec pour travailler chez Hydro-Québec? Eh bien, si tu savais le nombre de CV que mon équipe passe à ouvrir parce qu'on les consulte tous les CV qu'on reçoit, on en a, puis on veut trouver les bons candidats avec les bons postes. Fait que non, c'est pas vrai qu'il faut connaître quelqu'un. On peut appliquer, puis c'est certain que chacun des CV sont consultés. Mais ça change-tu quelque chose? Là? Quelqu'un que je connais, là, je peux-tu le faire rentrer plus facilement? Là? Non, c'est certain qu'on prend les références. Si tu connais quelqu'un, parfait, mais il va passer les mêmes processus rigoureux. Donc il n'est pas avantagé. Dans le fond, s'il a le bon profil puis il a les bonnes compétences, c'est lui qui va avoir le poste. Non, la personne qui réfère ne va pas être celle qui va assister au comité de sélection. De toute façon. C'est ça. Cette personne-là, je me rappelle, j'avais répondu d'ailleurs, avis à tous ceux qui se cherchent un emploi chez nous en ce moment. Connaître quelqu'un chez Hydro-Québec n'aide pas, mais ce qui aide encore moins, c'est de se plaindre sur le compte Facebook d'Hydro-Québec quand on n'est pas retenu. Pendant qu'on est sur le sujet du népotisme, on avait un Mohamed qui nous a écrit « J'ai envoyé une 20aine de CV, si ce n'est pas plus, et j'ai eu une seule entrevue. » Puis là, il y a un Marc-Antoine qui a renchéri là-dessus. Il dit « Bienvenue dans le monde moderne, man. Tu dois avoir des plugs et des contacts à l'interne. C'est de même dans toutes les entreprises. Le business dans ce genre-là font la morale aux autres, mais fonctionne uniquement par népotisme, et ce, sans que ça ait rapport à l'ethnie ou le nom. Le népotisme gangrène le Canada. La preuve, le premier ministre a été élu seulement parce qu'il est le fils de... » Quand même une belle épopée. Mais non, moi, je suis pas certaine qu'on embauche plus parce que quelqu'un connaît quelqu'un à Hydro-Québec. En fait, on connaît souvent quelqu'un qui travaille à Hydro-Québec parce que c'est un grand employeur, mais le processus doit être juste. Puis nous, on encourage aussi les communautés culturelles, les personnes qui se sentent peut-être un petit peu plus éloignées d'Hydro-Québec à appliquer parce que c'est un processus qui doit être juste. Puis on doit évaluer chaque candidature, comme tu me disais, pour s'assurer qu'elle corresponde aux compétences, puis qu'on laisse la chance aussi. Puis moi, le travail que je fais comme chef EDI auprès des gestionnaires, c'est de dire, quand vous recevez le CV,
faites un effort de sortir de votre zone de confort. Peut-être ça serait facile d'aller vers des CV que vous connaissez ou, bien, pas des personnes que vous connaissez, là, mais un profil que vous reconnaissez plus facilement. Mais laissez-vous la chance d'être impressionné, d'être surpris, d'être séduit par une candidature que vous auriez peut-être pas pris nécessairement en entrevue. Mais ajoutez une personne de plus dans votre entrevue, puis peut-être que vous allez être étonné, puis vous allez découvrir la perle que vous auriez pas pensé découvrir. Mais comme Mohamed là, qui dit une vingtaine de CV, si c'est pas plus, une seule entrevue. Mais es-tu chanceux d'en avoir eu une sur 20 ou il est pas chanceux? Parce qu'on reçoit beaucoup de CV. Là, Effectivement, on reçoit des CV, mais en même temps, j'aurais envie de demander, est-ce qu'il applique sur les bons postes? Il faut avoir le bon profil, répondre aux exigences. Est-ce que, premièrement, son CV est bien fait? Des fois, on reçoit des candidatures, mais il n'y a pas de CV. C'est difficile dans ce temps-là de contacter. Lui dit qu'il en a envoyé une vingtaine. Fait que ça démontre que sans doute, il y en avait un. Mais, mais quel conseil tu donnerais? Tu parlais, est-ce qu'il applique sur les bons postes? On peut se faire un dossier candidat sur le site Web. Ça, c'est important de le garder à jour si on veut pouvoir recevoir des alertes pour des postes. Mettre à jour son CV, mettre les informations claires. Pas besoin d'avoir de la fioriture dans le CV. Au contraire, on veut que ça soit clair, bien indiquer les expériences, puis surtout se mettre des alertes emploi, c'est important. Oui, on a le profil, mais si on ne reçoit pas les alertes, c'est difficile d'appliquer puis de savoir quand est-ce qu'il y a des postes qui correspondent au profil. Donc, c'est la suggestion là, que je ferais. Et vous n'êtes pas avantagé si votre nom de famille est brochu. Là, ça ne change rien. Mais moi, j'ai une question qui est un peu liée à ça. Souvent, il y a des gens issus de minorités culturelles qui se plaignent qu'à cause de leur nom, on ne les a pas embauchés ou qu'ils ont plus de misère à obtenir une entrevue de notre part. Mais il me semble que c'est le contraire parce qu'on a une politique de diversité et d'inclusion. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, la décision va relever du gestionnaire de voir quelle candidature il va vouloir recevoir après la sélection de l'équipe acquisition de talent. Fait que c'est ça, tout le travail qu'on fait, nous, c'est de sensibilisation auprès des gestionnaires sur les biais inconscients de dire c'est pas parce que le nom est compliqué, c'est pas parce que c'est des écoles que tu connais pas que la candidature est nécessairement à rejeter. Laisse-toi la chance de te faire impressionner par une candidature puis de regarder les compétences actuelles puis le potentiel aussi. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est des équipes de pas toutes des gens qui se ressemblent. Si on est toutes pareilles, on sera pas bien agiles ni innovants. Fait que ce qu'on veut, c'est d'avoir des gens qui se complètent autour de la table. Mais pour ce faire, il faut qu'on laisse la chance que les gens viennent nous souper, là, que les gens ils viennent autour de la table. Emmanuel... Fait que dans le fond... je m'excuse. Je t'en prie, Francis. Je voulais savoir un biais inconscient. Qu'est-ce que c'est? Bien, ce serait de regarder un CV, de voir un nom, puis de se dire, ah ben c'est trop compliqué à prononcer, cette personne-là parle peut-être pas bien français. Mais attends, tu sais pas, tu n'as pas fait l'entrevue encore, donc peut-être que la personne parle bien français, peut-être qu'elle a un accent, mais sait très bien s'exprimer, comprend très bien aussi. Fait que c'est de dépasser ce petit obstacle-là, puis de se dire, bien, je peux miser sur le potentiel, puis au moins rencontrer la personne en entrevue, puis de me laisser, laisser la chance à la candidature, finalement. Mais là, on peut-tu dire maintenant que tu es là que l'équité, diversité et inclusion chez Hydro-Québec, c'est réglé? Ah non, c'est pas réglé. On a encore beaucoup d'actions qui sont à entreprendre, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis moi, j'aime ça miser sur la voie qu'on est en train de tracer. L'équité, diversité, inclusion, ça se fera pas du jour au lendemain parce que c'est une évolution de culture. C'est des pratiques qu'on doit faire évoluer avec la société d'aujourd'hui. Puis si c'était si facile que ça, moi, je serais déjà à la retraite. Mais on n'est pas encore rendu là. Atteint ton objectif de carrière. J'aurais déjà atteint mon objectif, mais je suis encore là. Puis l'idée, c'est qu'on le fasse tout le monde ensemble. Puis tu sais, moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on le fasse pas parce qu'on est obligé par la loi, parce qu'on a un programme d'accès, d'égalité à l'accès à l'emploi, mais qu'on le fasse parce qu'on se dise c'est important puis on y croit comme organisation. Mais là, on va plus loin que ces programmes-là maintenant. Là. C'est ça l'idée, exactement. je pense. On a la valeur de l'inclusion au plan stratégique d'Hydro-Québec. C'est quelque chose qui doit nous animer dans notre quotidien. Pas se dire, ben là, je fais un petit check-down, j'ai rempli ma liste à la fin de l'année dans mon rapport annuel. Non, on le fait dans notre quotidien, dans toutes nos actions, que ce soit au recrutement, que ce soit en gestion, que ce soit en gestion des talents. Ça doit transparaître, dans le fond, dans nos façons de faire quotidiennes. La parade, on en a parlé, la parade de la fierté, c'était un truc qui a choqué certains de nos abonnés sur Facebook. Il y a des gens qui ont amené ça encore plus loin, puis ça va revenir à ce qu'on discutait là, à propos du recrutement. Stéphane nous dit « À quand une vraie parade pour la vraie minorité, soit les hétéros et les blancs? Je crois que c'est rendu un handicap pour avancer dans la vie. » Puis des fois, c'est vrai qu'on se le fait dire. Hein. Les gens sont comme « Moi, je suis un homme blanc, c'est sûr que j'aurai pas la job. » Ouais, puis je renchéris là-dessus. Il y a une Brigitte, dans le même esprit, festif, qui nous dit « Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Québécois francophones blancs seront dorénavant défavorisés chez HQ. Le favoritisme pour minorités visibles sera en vigueur, surtout pour les musulmanes voilés. » Surtout. Je vais reprendre la question à l'inverse. Est-ce que vous ne pensez pas actuellement qu'une personne en situation de handicap est défavorisée
dans sa candidature? Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement, une personne avec un nom en consonance étrangère n'est pas déjà défavorisée? Je pense que si on prend la question à l'envers puis on se dit, ouais, peut-être qu'actuellement, là, une femme dans un métier non traditionnel en région, peut-être que sa candidature est un petit peu écartée parce qu'on se dit, elle ne sera pas capable de faire la job comme nous autres, les gars. Ou peut-être qu'on se dit, bien, cette candidature-là, je ne suis pas sûre qu'il parle français, fait que je vais la défavoriser. Fait que je pense que quand on le regarde à l'envers, on se rend compte qu'il y a plein de candidatures potentielles desquelles on passe à côté en ce moment, puis on n'utilise pas le plein potentiel de ces candidatures-là. Fait que moi, je pense là, qu'il y a beaucoup d'emplois à Hydro-Québec, il y a beaucoup de possibilités. Je pense que les hommes blancs ne seront pas défavorisés. Je pense que c'est juste de faire un retour du balancier puis se dire, par le passé, là, c'est ça la mesure d'équité, on a négligé des candidatures qui étaient potentielles pour différentes raisons. Mais là, aujourd'hui, les candidatures LGBTQ+, femmes, personnes en situation de handicap, autochtones, minorités culturelles, bien, il est temps qu'on les observe davantage parce qu'on les a souvent négligées. Il faut dire quand même que pour les candidatures LGBTQ+, on ne pose pas de questions là-dessus dans l'embauche. Là. Donc, on a une communauté d'affinité à l'interne, mais lorsque les gens vont passer une entrevue ou postuler, ils ne vont pas nous dire, ils vont pas nous parler de ça dans le processus. Là. Non, mais ça fait partie des types de diversité qu'on encourage à Hydro-Québec parce qu'on se dit, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton identité de genre, nous, on souhaite t'accueillir pour qui tu es avec ta différence et ta complémentarité. Mais c'est pour ça que de prendre action, par exemple, pour la fierté, tout ça, ça affiche le message clairement que nous, on est ouvert à recevoir des candidatures de cette communauté-là. Fait que de ce que je comprends, on fait pas une pile de CV d'hommes blancs privilégiés dans la quarantaine. À droite. Rejetés. Non, clairement pas. Puis on s'entend aussi, là, tu sais, quand je parle de regarder les candidatures qui sont issues de la diversité, c'est à compétence égale. Bien évidemment, c'est des gens qui correspondent aux critères qui sont demandés dans l'offre d'emploi. Là, on se dit pas juste, bien là, celle-là a l'air de venir d'ailleurs, on va la favoriser. Il faut qu'il y ait des compétences qui correspondent au poste, évidemment. Nous, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est la meilleure façon d'obtenir un poste, c'est de répondre à toutes les exigences de l'emploi, tout simplement. Ça revient à ça quand même. Effectivement, d'appliquer dans les postes sur lesquels on a nos compétences pour. Étape numéro 1, lire la description de poste. Exact. Mais l'étape numéro 2, après, c'est de passer les tests, les différents tests qui peuvent être nécessaires à l'embauche. Puis ça, c'est quelque chose pour lequel on reçoit beaucoup de questions, de commentaires. Il y en a qui trouvent ça bien compliqué, les processus d'embauche. Et Francis nous demandait, il disait, avez-vous changé vos tests de français parce qu'il faut être une bolée en français pour rentrer pour vous? Vous analysez tout notre cerveau pour rentrer chez vous. Un petit Québécois qui fait des fautes de français, ça passe pas. Même avec un secondaire 5, vous manquez le bateau. Ça fait 10 ans que j'aurais pu vous aider, mais vous aimez mieux pas. Quelqu'un qui lui, est intéressé par un poste de jointeur. Donc, il y en a qui disent, hey, c'est bien trop compliqué, les tests psychométriques, les tests de français, tout le processus. Oui, bien, par rapport à ça. C'est ça, tu sais. Non, en fait, c'est que dans le passé, là, le test de français était requis pour tous les postes. Maintenant, c'est requis, c'est certain, pour certains postes. On pense à tout ce qui a trait avec notre clientèle, nos clients, c'est sûr qu'on veut bien s'exprimer. Puis, dans le fond, où le test est requis pour les postes pour lesquels c'est important d'avoir un bon Comme français. nous autres, mettons. Tu sais. Ah, ouais. Mais non, donc, les tests vont changer d'un poste à l'autre, mais tu peux-tu m'en dire plus sur les tests psychométriques et ces choses-là? Il y en a beaucoup qui disent ça a l'air très mystérieux, ce genre de test-là. Comment on utilise ça? C'est quoi les bonnes réponses, les mauvaises réponses? Y a-t-il des trucs? Comment je fais pour tricher aux tests psychométriques? Le meilleur truc que je peux donner, là, c'est d'être honnête parce que, dans le fond, c'est vraiment simple. Là, puis les tests ont été réduits. Avant, c'est vrai là, que c'était plus long. Puis c'était comme 3 heures de tests. Maintenant, on est à 1h30. Là, Avant quoi, mettons? Pour les gens qui disent j'ai appliqué cette année, mais c'est encore cette année, compliqué. c'est bon. Cette année, on est à 1h30. Avant, je me rappelle, je me réfère beaucoup à 2017 parce que moi, c'est la date d'entrée que je suis arrivée. C'était 3 heures de test. Moi aussi. Okay. Bon, fait qu'on a eu la version longue. Maintenant, ça a été réduit. On a les tests psychométriques. Donc, c'est vraiment comme test de logique. C'est d'être honnête, parce que les tests détectent, là, si on essaie de répondre... Si on essaie de tricher au test, c'est sûr que ça fonctionne. Ça ne marchera pas. Fait qu'on a le test de logique, on a le test un peu de personnalité pour voir, dans le fond, si nos valeurs correspondent aussi à l'entreprise. Puis, dans certains cas, là, on a le test de français quand c'est requis. Mais l'objectif, ça reste quand même juste d'avoir le meilleur fit entre la personne puis l'entreprise. Parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un se retrouve malheureux à travailler pour nous, là, tout simplement. C'est ça, on veut un fit. T'sais, oui, c'est important l'expérience puis les compétences vraiment plus, comment je pourrais dire, en lien avec le poste, mais aussi on veut un fit avec l'entreprise. Fait que c'est là qu'on vient chercher ça.
Marie-Frédérique, est-ce qu'il y a des corps de métier où on est un peu plus dans l'eau chaude, là, où on doit faire des efforts supplémentaires? Bien, moi, je pense beaucoup au TI en ce moment. Là, on sait que Hydro-Québec, bon, c'est une entreprise verte, mais on oublie souvent, en fait, c'est aussi une business TI. Là, on a beaucoup de projets là-dedans. Puis ça, je vous avoue qu'on travaille fort du côté du recrutement, du côté de la gestion aussi, là, pour trouver des bons candidats qui sont là, disponibles sur le marché. Donc, c'est un des marchés là, qui est... Donc, technologie de l'information, tout ce qui touche à l'informatique. Effectivement, oui. Dans le fond, une chose, autant du côté de la diversité que des gens qui veulent venir travailler avec nous, se créer un profil de candidat sur notre page d'emploi et identifier les secteurs où on veut travailler, où on pense avoir les compétences, c'est le début parce qu'une fois qu'on a créé ça, on peut recevoir des alertes d'emploi disponibles pour ces postes-là. Tout à fait. Puis je dirais même plus loin aussi. En créant ça, oui, c'est important. On se tient au courant des postes. Mais si on est rencontré à une entrevue, par exemple, puis je sais pas, il y a pas, c'est pas c'était peut-être pas le fit qu'on cherchait ou il y a un autre candidat qui répond, bien, on a aussi comment je pourrais dire, une banque à l'interne où on peut venir dire « Hey, j'ai rencontré ce candidat-là, il était super, mais je le verrais plus sur un tel poste. » Fait qu'on a ça aussi qu'on travaille très fort en ce moment à l'interne. Donc, c'est comme un robot qui nous trouve une job pour nous, qu'on fait notre profil là, sur le site. On fait notre profil, mais oui, on fait notre profil, on se crée des alertes, d'avoir un bon CV, puis après ça, bien, le tour est joué. Le tour est joué. Donc, je pense qu'on a abordé l'ensemble des éléments dont on voulait discuter sur ces sujets-là, à moins que vous ayez autre chose à rajouter à ce moment-ci. Bien, moi, je pourrais peut-être ajouter qu'on a des programmes d'inclusion pour favoriser les candidatures des personnes issues de la diversité. Je pense au programme d'intégration des nouveaux arrivants. On appelle ça le PINA. C'est des gestionnaires qui affichent des postes qui sont prêts à embaucher des personnes nouvellement arrivées au Québec, qui possèdent les compétences pour le poste. C'est payé par le corporatif pendant 6 mois. Les personnes ont une première expérience de travail. C'est extraordinaire parce que notre taux de rétention est de 86 %. C'est énorme comme taux de rétention. On vient d'accueillir cette semaine quelqu'un via ce programme-là dans notre équipe. Bravo votre équipe. Alors, on espère que la personne va pouvoir cheminer au sein de votre équipe ou d'Hydro-Québec, mais 86 % de ces personnes-là trouvent un emploi après le programme d'intégration des nouveaux arrivants. Fait que ça, c'est une façon aussi de pouvoir intégrer Hydro-Québec. Sinon, on a des stages pour personnes en situation de handicap qui sont scolarisées à l'été. On en a eu dans notre équipe, en d'ailleurs. Plus, vous êtes donc une équipe championne. Nous autres, on fait tous les programmes, là, comme montre-nous-les tous, on les essaye tous. On veut des stickers dans notre cahier. L'année prochaine... On veut cocher à la... Non, nous, on veut les meilleurs dans notre équipe. C'est parfait. Bien, vous aurez une autre opportunité parce qu'on a pour la 2e édition l'année prochaine le programme de stage pour les étudiants autochtones, étudiantes autochtones. Donc, c'est un projet pilote cette année qui a super bien fonctionné. Ça sera un bon fit dans notre équipe, ça aussi, je pense. Vraiment. Bien, profitez-en. C'est à la disponibilité. Autrement dit, oui, vas-y. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. J'inviterais à tous ceux qui nous entendent de créer un profil candidat sur Hydro-Québec. On a plein de postes, plein de diversité. Fait que candidats de tout horizon, n'hésitez pas là, à créer un profil chez Hydro-Québec. Vous mettre des alertes emploi. Ça va chercher une job pour vous. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez regarder Netflix, puis les jobs vont... Non, il ne faut postuler quand même. Là. Voilà. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet, mais il y a plein d'autres informations disponibles sur notre site web là-dessus. Alors, je vous invite à le consulter. D'ici là, bien, regardez aussi les autres sujets de nos épisodes de balado. Tout plein de sujets fort intéressants.